Bonjour à tous et merci de nous suivre. Bonjour Emmanuel Levaché. Bonjour Aude. Vous êtes le dirigeant d'Arcus, l'un des leaders européens de véhicules blindés. Il est à noter qu'en juillet 2024, Arcus est devenu membre du groupe belge John Cockerill. Mais on va se concentrer sur Arcus. Comment vous résumeriez aujourd'hui la position justement d'Arcus au sein du paysage terrestre français et aussi européen, et notamment depuis ce rapprochement? Alors Arcus, historiquement, c'est un constructeur de blindés à roues, blindés légers, blindés moyens. On est les fournisseurs de mobilité en fait et de véhicules pour l'armée française, mais aussi à l'export, alors en Europe, mais aussi bien au-delà de l'Europe. Comme vous le savez, nous sommes les héritiers de Renault Trucks Défense, mais aussi de Panhard, Acmat, donc autant de marques emblématiques. De légende, ouais. Voilà. Donc on s'inscrit déjà dans cette tradition. Et notre cœur de métier, c'est effectivement les véhicules blindés à roues, les plateformes, mais aussi bien sûr maintenant intégrés avec de nombreux systèmes, dont certains systèmes que nous développons, comme les tourellos téléopérés, des tourellos anti-drones, des robots, etc. Donc voilà, c'est notre cœur de métier. Alors dans le groupe John Cockerill, qui est lui-même aussi actif dans la défense, mais avec des systèmes d'armes. Et l'idée, c'est justement le complémentarité entre les plateformes d'Arcus, les systèmes d'armes John Cockerill, et donc on essaie de combiner le tout pour une offre d'ensemble. Alors avec vos véhicules, vous avez contribué énormément au programme Scorpion pour l'armée de terre. Quelles sont, selon vous, en fait, les priorités en matière de mobilité terrestre pour les forces françaises ou les forces plus généralement dans ce contexte? Alors, on parle d'économie de guerre, mais on pourrait peut-être plutôt parler d'économie de défense et de montée de la puissance des conflits de haute intensité. Alors, la mobilité reste une nécessité. Il faut pouvoir bouger. Alors, parfois, comme on le voit en Ukraine, les fronts sont figés, donc ça pose des questions sur la façon finalement de trouver des moyens de rupture pour faire bouger les lignes, mais on pourra y revenir. Mais il y a aussi toute cette mobilité absolument indispensable qui est la mobilité logistique, la mobilité sanitaire, la mobilité des troupes, des relèves, etc. Donc toute cette activité qui est vraiment notre cœur de métier, mais c'est aussi la mobilité de reconnaissance, la mobilité des forces spéciales. Voilà, donc vous avez en fait un éventail sur le terrestre qui est extrêmement large. Donc nous, en fait, on reste bien sûr sur ce créneau, mais bien sûr en tenant compte aussi de l'évolution des technologies. Et vous allez peut-être m'interroger là-dessus. Oui, mais vous parliez de rupture. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ce point-là? Oui, clairement, la robotisation ou la dronisation du champ de bataille, ça nous concerne au premier chef. D'abord parce que les plateformes blindées sont menacées par des drones. Et ça, encore une fois, c'est vraiment les leçons à retenir du conflit ukrainien en particulier. Donc c'est vraiment un game changer. Donc comment on protège les plateformes terrestres contre ces drones? Et c'est pour ça que je disais, on investit dans des systèmes de lutte anti-drone, seul et d'ailleurs en partenariat, puisqu'il y a tout un tas de systèmes possibles pour aller lutter contre les drones, les brouiller, les descendre, les atteindre loin et près, voilà, donc, et se protéger de façon passive. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour les plateformes terrestres. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est finalement droniser les plateformes terrestres, c'est-à-dire faire des robots. Oui. Donc là, vous voyez d'ailleurs dans les allées du salon de plus en plus de propositions. Donc Arcus, bien sûr, et le groupe John Cockerill se positionnent aussi sur cette offre de robots terrestres. Pour la protection des véhicules, j'ai reçu Bertin Lacroix et puis MC2 Technologies qui ont un nuage particulier à l'approche d'un drone pour masquer justement les véhicules. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça m'a l'air pas mal. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on utilise ces dispositifs. Alors là, c'est vraiment dernier recours, je dirais, pour masquer, comme d'ailleurs on utilisait des fumigènes contre les tirs d'artillerie ou les reconnaissances. Mais par contre, c'est vrai pour le drone, à partir du moment où le drone ne voit plus sa cible, oui, bien il est perdu. Donc c'est vrai que cette protection, qui est un peu une protection passive de dernier recours, ça fait partie d'un dispositif multicouche
qui permet en fait de se protéger des drones quand ils arrivent. Alors évidemment, nous on regarde aussi pour s'en protéger un peu plus loin avec des dispositifs cinétiques, des mitrailleuses, des canons, mais aussi encore plus loin avec des dispositifs plus roquettes, missiles guidés, etc. Donc si on peut avoir tous les effecteurs sur la même plateforme, eh bien on protège multicouches en fait contre ces menaces. Et ces effecteurs, vous les développez au sein d'Arcus ou vous les achetez Alors les deux. Les deux On a des effecteurs spécifiques dans Arcus qui sont ces tourellos téléopérés qu'on a adaptés à la lutte anti-drone. Donc on a en fait une sorte de kit anti-drone avec un radar, un système qui permet de repérer les drones, de les cibler et ensuite de les descendre. Donc ça c'est une première chose. Mais ensuite pour ce qui est des roquettes ou des missiles, c'est pas bien sûr la fabrication d'Arcus. Donc là le travail c'est plutôt de travailler avec des partenaires, Thales, MBDA, enfin pour ne citer que quelques-uns, et d'intégrer en fait ces systèmes sur les plateformes. Alors Arcus, vous êtes engagé dans plus de 60 pays, et puis là vous renforcez encore cet ancrage international avec cette alliance avec le groupe John Cockerill. Quelles sont vos priorités aujourd'hui à l'export et comment vous conciliez développement international, souveraineté française, exigence des clients étatiques? Comment... C'est une bonne question. Alors comme vous savez, finalement, toute l'industrie de défense française a besoin de l'export. C'est clair qu'on ne peut pas finalement faire tourner nos modèles économiques uniquement sur la commande française. Donc de toute façon, on est depuis longtemps dans des activités export. Alors ce qui se passe dans ces derniers temps, c'est quand même une redirection de l'export plutôt vers l'Europe, alors que c'était plutôt une zone finalement un peu difficile d'accès historiquement et puis où finalement les budgets étaient relativement faibles. Donc aujourd'hui, évidemment, on participe à cette montée en puissance européenne. La concurrence est toujours rude, mais en tout cas, on peut accéder beaucoup plus aisément à ces marchés, participer aussi à des programmes européens. Donc on le fait de plus en plus. Mais on continue à exporter quand même au large, oui. En particulier au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Donc on continue à avoir des bons clients fidèles dans ces zones. Au sein de l'Europe, sur votre segment, il n'y a pas trop de concurrence? Vous arrivez à tirer votre épingle du jeu? Si, alors il y a beaucoup de concurrence, on tire notre épingle du jeu, mais c'est vrai que sur ce segment-là, la concurrence est rude. Alors d'abord entre Européens, puisque oui. Chaque pays a son ou ses champions nationaux, mais aussi extra-européens, puisqu'on voit maintenant arriver les Sud-Coréens, les Turcs, un certain nombre de pays émergents qui ont aussi leur rôle à jouer dans la concurrence. Donc certes, la concurrence est rude, mais on tient encore avec des avantages compétitifs qui sont le produit, le service, la technologie, mais aussi des prix qui sont maîtrisés. Vous avez une longueur d'avance en fait. On essaie de la garder. Voilà. Et je peux vous dire que c'est pas évident. Oui, effectivement. En ce moment, avec le conflit en Ukraine, mais pas seulement, on parle beaucoup de rapidité, d'innovation, de production face à l'accélération des crises. Vous mentionniez tout à l'heure les drones. Quelles évolutions industrielles vous avez engagées chez Arcus pour justement produire plus vite, de façon peut-être plus flexible, tout en garantissant finalement la disponibilité et le soutien des flottes qui sont déjà en service? Ça c'est encore une fois le challenge des industriels aujourd'hui. Alors bon, les réponses elles sont assez classiques. On investit dans des capacités de production. On investit aussi dans des ressources humaines, donc ça c'est un point très important. C'est-à-dire que là vous avez on recrute, voilà, on recrute régulièrement, donc à notre échelle c'est important, entre 100 et 150 personnes par an. Et de quel profil? Alors de tout profil, ça va des opérateurs jusqu'aux ingénieurs. Et effectivement dans nos usines, donc on développe ces capacités de production, mais aussi dans nos bureaux d'études, parce qu'il faut bien sûr en quantité, mais aussi en qualité, en rythme, en innovation. Donc voilà, capacité industrielle, recrutement, investissement, donc financement. Donc voilà, les différents ressources qu'il faut mettre en place pour monter en puissance. Et vous l'avez dit aussi, il y a aussi un peu de méthode, c'est-à-dire comment on va plus vite, comment on intègre plus vite l'innovation. Par exemple, je parlais des tourellos anti-drones. Oui. Typiquement, c'est des développements qu'on a réussi à faire dans des délais très courts, de l'ordre de 6 mois. Alors 6 mois, c'est
toujours un peu long, mais c'est pour un beaucoup industriel, plus. c'est pas Voilà, mal. et c'est beaucoup plus court effectivement que des produits plus traditionnels et avec des boucles courtes de retour. Donc expérimentation, retour, modification, expérimentation, retour, et donc c'est des boucles très rapides qui sont indispensables parce qu'en face, la technologie d'agression évolue aussi vite. Quand vous dites retour, c'est retour des essais ou c'est retour de matériel qui sont éprouvés sur le terrain? Les deux. Alors retour de nos essais d'abord principalement pour éprouver nos concepts, mais aussi retour d'expérience qu'on peut observer sur les terrains. Alors en particulier sur les technologies de drones, de la façon dont ils agressent, la façon dont ils se comportent, même en termes de trajectoire, de vitesse. Donc tout ça, il faut bien sûr l'intégrer dans les systèmes et dans l'intelligence du système pour pouvoir les repérer et les descendre. Ça veut dire que vous avez renforcé aussi votre équipe de R&D, de chercheurs, d'ingénieurs? Oui, tout à fait. Et puis, alors, certes, l'équipe interne, mais aussi la capacité à collaborer, la capacité aussi à s'interfacer avec, en l'occurrence en France, les services de l'État, que ce soit DGA, de l'armée, pour nous aider aussi dans ces boucles courtes à faire, par exemple, à accéder aux champs de tir, faire des tirs sur les drones. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à titre privé. Donc il faut qu'on puisse être dans la boucle avec les armées. Et je me demandais, est-ce que vous avez doublé vos cadences de production, triplé, enfin, et c'est quoi, qu'est-ce que Alors, vous envisagez? ça dépend des programmes. Nous, on va à la vitesse aussi qu'on nous demande. Alors, parfois, on nous demande d'accélérer. Par exemple, sur le César, c'est connu puisque Oui. ça a été souvent cité comme exemple d'accélération pour KNDS, mais il faut savoir que dessous, c'est un châssis qui vient de chez nous. Donc, il faut aussi accélérer la cadence de production des châssis à la même vitesse. On a aussi le marché des poids lourds tactiques de l'armée de terre qui va être entré en production en 2027 et donc qui va aussi accélérer à des grands volumes. Oui, vous aurez besoin d'un petit peu, ça va aller. mais ça va aller. Mais alors du coup, quand vous me dites que vous avez accéléré, c'était quoi, x2, x3, C'est ça, ça peut être x2. Bon, après, ça dépend. Encore une fois, sur Scorpion, par exemple, on continue à aller à une bonne vitesse, mais on ne nous a pas demandé d'accélérer particulièrement. Donc ce qui est important, c'est surtout de tenir le rythme, d'être au rendez-vous de la qualité aussi. C'est pas forcément que la vitesse. Mais quand il faut accélérer, on est capable de le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Arcus pour les années qui viennent, les mois, les années qui viennent? Déjà de longues années de succès, de développement. Je pense de l'innovation, parce que ce qui est absolument indispensable, on ne peut pas rester sur nos marchés et nos produits traditionnels, donc il faut qu'on innove, il faut qu'on intègre de plus en plus ces innovations en boucle courte. Et puis, j'allais dire aussi de l'écoute et des commandes, que ce soit d'ailleurs des commandes françaises ou des commandes européennes. Voilà. Il y en a qui se profilent là ou pas? Il y a oui, il y a pas mal de sujets en cours, par exemple avec la Belgique, qui est un client maintenant, j'allais dire presque domestique, oui, voilà, oui. pour nous. Et puis voilà, d'autres perspectives intéressantes. Ouais. Écoutez, bonne route en tout cas, et merci infiniment, et merci à vous tous de nous suivre, et à très vite. Merci Aude.